Alors la fin du 7e siècle ou le début du 6e siècle avant notre ère a vu l'apparition en Turquie, à la fois dans le royaume de Lydie et dans des cités grecques d'Asie mineure, des premières monnaies frappées en métal précieux, en électrum, c'est-à-dire un alliage d'argent et plus rarement, et d'or, qui empruntaient leur forme globulaire et leur représentation aux sceaux orientaux. Cette innovation, donc venue de la périphérie orientale du monde grec, s'est diffusée très rapidement à l'époque archaïque dans les cités grecques, dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Une étape tout aussi décisive a été l'apparition, vers le milieu du 5e siècle, de la monnaie de bronze dans des colonies grecques d'Italie et de Sicile, et peut-être dès le 6e siècle sur les côtes de la mer Noire, bien avant, semble-t-il, dans l'état actuel de la documentation, son adoption dans le centre du monde grec, donc en Macédoine, en Grèce propre et en Asie mineure, puis dans les territoires conquis par Alexandre le Grand. C'est cette seconde étape de l'histoire de la monnaie grecque, tout aussi décisive que la première, qui nous retiendra aujourd'hui. Et cette étape, il faut bien le dire, a beaucoup moins retenu l'attention des spécialistes de la monnaie grecque que la première. Cela tient à la fois à la faible valeur marchande des monnaies de bronze, liée à leur piètre qualité esthétique dans la majorité des cas, et puis également au fait que les premières collections, les collections royales, s'intéressaient davantage, bien sûr, aux métaux les plus précieux, notamment à l'or. La plupart des recherches à propos des débuts de la monnaie de bronze se sont limitées à des études régionales sans vision d'ensemble de la question. Et deux points centraux sur le plan de l'histoire de la monnaie sont restés à la marge de la recherche. Le premier, c'est les circonstances qui ont amené à la frappe de monnaie dans un métal que connaissaient bien les Grecs, qu'ils maîtrisaient très bien, mais qui n'était pas un métal précieux, ce qui est évidemment une rupture avec les usages précédents. Et puis le second point qui n'a pas été étudié, c'est les liens entre la genèse de ces monnaies et les transferts culturels entre populations grecques et non grecques au sein du monde colonial. Alors dans le temps qui m'est imparti, après un très bref développement sur les caractères et les fonctions de la monnaie grecque, j'évoquerai donc ces deux points. En tout cas, j'évoquerai quelques pistes de réflexion à leur sujet. Alors en France, il a fallu attendre, pour que l'on s'intéresse vraiment à la monnaie de bronze, les années 30 et les travaux de Louis Robert, qui voit un intérêt particulier à ce qu'il appelait la piétaille de bronze. On lui doit notamment l'hypothèse que les monnaies de bronze circulaient peu en dehors des ateliers émetteurs, car l'usage de ces petites monnaies de faible valeur se limitait le plus souvent aux achats sur l'agora, notamment de poissons, de triperies. On a des tarifs inscrits de l'époque hellénistique qui donnent à penser donc qu'il y a un lien assez fort entre ces monnaies de bronze et le commerce de détail. Les conceptions de Louis Robert, relayées par d'autres spécialistes, sont devenues un véritable lieu commun de la numismatique grecque, donc monnaie de faible valeur et circulation locale. Des publications ont toutefois montré que certaines séries de monnaies de bronze avaient pu avoir une circulation bien plus large. Ainsi, Georges Le Rider, dès 1965, dans sa publication des monnaies de fouilles de Suse, montrait que la découverte d'un nombre extrêmement important de monnaies de Séleucie du Tigre, donc situées à 300 km, à plus de 300 km de Suse, il mettait ça en relation avec la présence de marchands babyloniens venus acheter à Suse des produits locaux et des denrées provenant du golfe Persique. Et donc il concluait sur ce point: tout se passe comme si les autorités de Suse, ayant admis l'usage courant des exemplaires de Séleucie sur leur territoire, organisaient leur propre production en fonction du nombre de monnaies de bronze séleucéennes arrivant dans leur cité. En outre, il a existé des monnaies de bronze de valeur plus élevée
que ce qu'affirmait Louis Robert, puisqu'on a un certain nombre de pièces de pièces de bronze, qui portent des marques de valeur, les désignant notamment comme des oboles. C'est le cas dès l'époque classique. Et puis pour une époque plus tardive, on a même des pièces qui sont désignées comme des drachmes. Bon. Alors la présence de ces inscriptions donne à penser que c'est quand même des exceptions, mais on a tout de même ce type de valeur. Alors la majorité des monnaies de bronze grecques étaient toutefois des fractions, des monnaies de toute petite valeur, des fractions de l'obole, qui est une petite monnaie d'argent, enfin frappée habituellement en argent. Une des pièces les plus courantes était ce que les numismates ont nommé le calque, calcous en grec, à partir en fait de mentions de ces monnaies dans des inscriptions, notamment dans des contes. Alors ces monnaies, ces calques, pesaient le plus souvent entre 1,5 g et 2,5 g dans les cités grecques. Parfois, on a des poids plus élevés ailleurs, mais disons qu'on a le plus souvent dans les cités ce type de monnaie. Et leur valeur, d'après les inscriptions qu'on possède, était donc d'un 8e à 1/12e d'obole, selon les étalons concernés. Alors, on a une idée du ratio entre bronze et argent par une inscription, malheureusement on n'en a qu'une, une inscription attique de l'époque classique. Et d'après cette inscription d'époque classique, contemporaine donc des débuts de la monnaie de bronze, c'est une inscription de la fin du 5e, le ratio pondéral était de 120 à 1. Le ratio de valeur était de 120 à 1 entre le bronze et l'argent. Or, on a très peu de monnaies de bronze qui correspondent véritablement à ce ratio. On a quelques monnaies, par exemple, vous voyez ces monnaies frappées à Lipara. Lipara, c'est le nom antique de la cité principale des îles Lipari. Là, on a un quart de litra, c'est le nom de la monnaie qui pèse 100 grammes. Celle-là pèse autour de 25 grammes. Et là, on a véritablement, si vous voulez, une monnaie qui affiche, disons, la valeur de son poids, la valeur de son poids métallique. En revanche, la plupart donc, des monnaies des monnaies de bronze, étaient nettement en fait des monnaies fiduciaires. Alors revenons maintenant au début après ces propos liminaires très généraux, revenons au début de la monnaie de bronze. Dans l'état actuel de la documentation, il semble que les premiers ateliers, donc, qui se situent dans le monde colonial, ont été en Italie du Sud, Sybaris et Régione, donc tout à fait au sud de l'Italie. En Sicile, on a des cités de Sicile occidentale en premier chef, donc qui étaient au contact à la fois des populations élimes qui commerçaient beaucoup, échangeaient beaucoup avec les Grecs, des Sicanes et des Carthaginois à l'ouest. Alors les pionnières semblent avoir été Sélinonte et Akragas. Et puis ensuite, assez rapidement, Hymère et puis Lipari, les îles Lipari, dont on a vu un exemplaire. Et puis on a également ce que les Grecs appelaient le pont euxin, c'est-à-dire la région de la mer Noire, avec notamment deux colonies grecques importantes, Olbia et Istros, donc dans ce qu'on appelle le pont gauche, et le pont nord pour Olbia, puis une plus petite cité à Niconion. Donc ces ateliers paraissent avoir été les ateliers pionniers dans l'émission de monnaies de bronze. Alors le numismate anglais Martin Price s'est efforcé jadis de distinguer un certain nombre de phases dans la création de ces monnaies de bronze, parce que d'emblée, toutes n'ont pas été des monnaies frappées. Elles ne se sont pas conformées d'emblée au modèle traditionnel en fait, de la monnaie grecque en métal précieux. Alors, il a proposé en fait trois phases: cast shapes, cast coins et struck coins. Et donc, c'est une sorte de schéma génétique. Alors, ce schéma est assez opérant, on va le voir, en tout cas pour ce qui concerne la Sicile et le pont euxin. Alors commençons par la Sicile. La cité pionnière, Akragas, donc Agrigente,
a d'abord émis donc, des objets de forme conique, et puis également des pastilles, vous voyez, en forme de pastilles un peu globulaires. On a 4 dénominations différentes qui ont été émises et qui reprennent en fait les types monétaires qu'on voit apparaître sur les monnaies en métal précieux. On a un aigle au droit et un crabe au revers. Et puis on a en fait sur la tranche des cônes, on a des marques de valeur sous forme de globules. Là il y en a 4 parce qu'il s'agit d'un trias. Et puis là donc on a la plus petite dénomination, l'once, qui a une forme différente. Vous voyez, il y a une tête d'aigle. Alors ensuite, après une première phase, il y a de grosses discussions sur la chronologie, peu importe, on a la phase cast coin, c'est-à-dire des monnaies coulées, vous voyez, avec les mêmes types. Et puis il faut attendre en fait quand même au moins une vingtaine d'années après le début, après la première phase expérimentale, pour arriver à des pièces qui sont des pièces frappées. Alors on a le même phénomène si on s'intéresse à Sélinonte. C'est exactement le même schéma, avec les mêmes incertitudes de datation. En fait, on ne sait pas si c'est vraisemblablement entre 460 et 440 pour les deux cités, mais on n'a pas de véritable certitude. Si on se tourne maintenant du côté du Pont-Euxin, on retrouve à nouveau cette séquence mise en évidence par Martin Price. D'abord, on a des cast shapes qui prennent la forme de pointes de flèches. Là, vous en avez du cabinet des médailles de Paris. Et puis ensuite, alors généralement, ils sont datés plutôt du VIe siècle, mais on va voir qu'il y a des tas de débats à ce sujet. Et puis on a également des dauphins, toujours en bronze, un épigraphe au début, puis inscrit. Ensuite, là, il y a notamment beaucoup de dauphins qui ont l'inscription Arco ou Haricot, vous avez sur celui de droite. Donc la datation en fait de ces dauphins est extrêmement controversée et c'est très intéressant parce que les archéologues qui en trouvent en fouille, qui sont en majorité russes, ukrainiens ou roumains, sont partisans d'une chronologie très haute pour ces dauphins qui permet de donner en fait, disons, la propriété de la création de la monnaie de bronze à cette région. Et puis, il les date d'après des contextes, donc très très hauts, dès 550. En revanche, la majorité des numismates européens, eux, sont favorables à une datation beaucoup plus basse, parce que ces monnaies se retrouvent dans des trésors associés à des monnaies qui ont été frappées plus tardivement, sans qu'on puisse nécessairement, d'après l'état d'usure, en fait, dater ces dauphins. Et donc, ils tiennent pour une chronologie beaucoup plus basse, ce qui permet de donner à l'Italie du Sud et à la Sicile, en fait, la mainmise sur cette innovation de la création de la monnaie de bronze. Alors, à la différence de ces monnaies, donc, alors voilà la fast cast coin à Olbia, encore, alors c'est une monnaie de 100 grammes, donc on est encore vraisemblablement dans un ratio qui est assez proche du ratio, voilà. Et puis, alors du côté de l'Italie du Sud, en revanche, on a tout de suite des monnaies frappées. Très tôt. Alors Louis Brousseau, un jeune collègue canadien, a écrit dans la revue belge de numismatique 2010 un article très intéressant dans lequel il met en relation cette émission de triobol, donc en argent, frappée vers 446-444. C'est très bien daté parce que c'est la période en fait où Sybaris, donc qui est une cité qui a été très souvent détruite par sa voisine Crotone, en fait reçoit un ajout de population athénienne et d'autres cités et devient ensuite Tourioi. Et donc on a une séquence de 2 ans qui est très très facile à déterminer. Et alors Brousseau donc met en relation ces trioboles avec une monnaie qui malheureusement est un unicum, qui est passée en vente en 2009 et qui est clairement au même type. Bon, il y a un certain nombre de traits monétaires qu'on peut, d'après lui, je pense que c'est assez convaincant, donc on peut mettre en relation avec l'émission d'argent. Alors selon lui, depuis Sybaris, Tourioi, l'innovation se serait transmise à Région,
à l'ensemble de l'Italie du Sud, et puis ensuite à la Sicile, et peut-être au Pont Euxin. Alors l'aspect des trois séries monétaires, hein, Sicile, Italie du Sud et Pont Euxin, me paraît toutefois si différent, hein, que moi j'hésite personnellement à établir des liens entre elles. Et puis en outre, ce qui est extrêmement gênant, c'est le peu de cas qui est fait des monnaies du Pont Euxin. Les spécialistes les prennent peu en compte et c'est lié nettement à leur gêne devant des objets qu'ils qualifient souvent de pré-monnaie, de paléomonnaie, de quasi-monnaie, en leur refusant le caractère de monnaie à cause de leur forme et parce que ces objets ne s'inscrivent pas dans un système monétaire, en tout cas pas clairement. On sait bien que les anthropologues, en revanche, ont beaucoup moins de scrupules à voir de la monnaie dans tout objet utilisé dans des paiements, que cet objet ait ou non d'autres usages, et quelle que soit sa forme. Les pointes de flèche ont été étudiées d'assez près dans ces dernières années, et on s'est aperçu qu'en fait, celles qui étaient trouvées dans des contextes de trésors étaient émoussées, ou bien qu'elles avaient une feuille en forme de laurier, hein, une forme qui manifestement n'était pas liée à leur fonction initiale, que certaines portaient également des représentations, notamment des roues qu'on retrouve ensuite sur des monnaies de type plus traditionnel. Et puis, par ailleurs, on a une inscription d'Olbia, donc Olbia, cité grecque, hein, du pont, qui mentionne, donc vers 500, hein, ce qui est plutôt en faveur d'une chronologie haute, pour ces pointes de flèche, un paiement en pointe de flèche. Hein, et c'est dans un contexte qui est un contexte, une inscription officielle, hein, donc tout à fait qui donne à penser qu'on utilisait ces pointes de flèche comme des monnaies. Voilà. Alors, quel que soit donc le stade d'évolution de l'objet qu'on choisit pour parler de monnaie à propos de ces objets donc issus du monde colonial, interrogeons-nous maintenant sur les motifs qui ont provoqué la fabrication de ces monnaies, de ces pièces en bronze, alors que l'argent était véritablement le métal par excellence des Grecs, hein, y compris d'ailleurs avant l'apparition de la monnaie frappée. Alors, il y a tout un faisceau d'hypothèses explicatives qui ne sont pas nécessairement contradictoires, qui ont été avancées, mais aucune n'est véritablement décisive, vous allez le voir. La plupart des ateliers paraissent avoir été dépourvus de mines d'argent. En même temps, la plupart ont frappé abondamment l'argent avant de se doter d'un monnayage de bronze. Hein. Donc il semble que le fait de ne pas avoir de mine d'argent n'était pas nécessairement très gênant. Par ailleurs, on a mis l'accent sur la relation chronologique entre l'apparition de la monnaie de bronze et des guerres, notamment la guerre du Péloponnèse et les guerres contre les Carthaginois, notamment en Sicile. Alors, cet argument est extrêmement fort, hein, en tout cas pour ce qui concerne la Grèce continentale, hein, puisque c'est lié, semble-t-il, l'apparition de la monnaie de bronze dans le Péloponnèse à la guerre du Péloponnèse et au fait que les États alliés de Sparte n'avaient plus accès aux mines du Laurion. En revanche, ce n'est pas opérant pour l'Italie du Sud et le Pont. Et puis d'autres, alors c'est le cas par exemple de Martin Price, conçoivent la monnaie de bronze comme un simple développement de la monnaie en métal précieux, dont on tend d'ailleurs de plus en plus à souligner la part de fiduciarité, puisque la valeur nominale de la monnaie, notamment des petites monnaies d'argent, fixées par l'État émetteur, était le plus souvent, très supérieure à leur valeur métallique. Et ces spécialistes associent le développement fulgurant de la monnaie de bronze au IVe siècle aux besoins accrus en monnaie de l'économie, notamment pour le commerce de détail auquel étaient destinées avant tout les monnaies de bronze. Reste qu'il est difficile de déterminer si c'est la monnaie de bronze qui était frappée par les émetteurs pour payer leurs propres dépenses, hein, qui a entraîné le développement du commerce local, ou si c'est le contraire. Et les premières monnaies de bronze de Sicile et du Pont
paraissent avoir été réalisés à dessein pour être incommodes. Par exemple, ce dauphin qui est conservé au British Museum, vous avez les deux côtés, pèse plus de 100 grammes. Hein. Donc n'était pas d'un usage particulièrement commode. Et puis d'autres, enfin, ont mis en relief le rôle d'un personnage, un poète et rhéteur athénien qui s'appelait Dionysos Kalkous, qui est très très bien documenté par la tradition tardive, hein, plutôt des auteurs d'époque impériale, qui est parti à Sybaris vers 443 et qui a peut-être été l'inspirateur de la monnaie frappée en bronze qu'il avait essayé sans succès d'imposer à Athènes. Alors il faut se méfier parce que c'est une hypothèse très athénocentriste, hein, et qui est bien dans l'esprit des recherches sur la monnaie de bronze grecque, qui tend à dénier en fait tout imaginaire, toute capacité de créativité au monde colonial. Hein. C'est très, très centré. Alors évidemment, il faut regarder aussi ce qui se passe du point de vue des contacts entre les Grecs et les non-Grecs dans le monde colonial. On a toute une série d'outils désormais dans la recherche sur le monde colonial, avec notamment ce qu'on appelle le middle ground et l'histoire des frontières, la frontière history, qui invite à examiner tout ce qui peut être en fait l'espace des médiations culturelles entre communautés grecques et non grecques. Alors ça n'a jamais été fait par les numismates. Pour le monde colonial. Ça n'a jamais été fait non plus d'ailleurs à propos de la monnaie d'argent et d'électrum au début de la monnaie. Et c'est quelque chose auquel il faut réfléchir parce que c'est quelque chose de tout à fait fondamental, me semble-t-il. Alors si on regarde, donc je vais émettre un certain nombre d'hypothèses, hein, de réflexion, de travail. Alors les premiers ateliers de Sicile, donc Akragas et Sélinonte, en Sicile occidentale, étaient à l'extrémité du domaine colonial grec, c'est ce qu'on appelle les colonies secondaires, c'est-à-dire un peu considérées par les hellénistes comme des colonies de seconde zone, hein, vraiment au contact des populations élymes et puis également carthaginoises. La circulation extrêmement large des monnaies de bronze d'Akragas au 5e siècle, y compris des premières monnaies, à la fois en Sicile occidentale et dans le centre de l'île, qui était peuplée donc par les Élymes, est tout à fait frappante. En revanche, les monnaies de Sélinonte ont très peu circulé dans le domaine qui était peuplé par l'extérieur, alors que ces liens, notamment commerciaux, avec Ségeste, qui est une cité élyme, très hellénisée, sont très très bien attestés par l'archéologie, notamment pour le matériel céramique. Alors ces émissions de Sicile étaient fondées en fait sur un système pondéral qui est la litra, qui est un système d'origine sicule. Et alors je ne vais pas rentrer dans les détails hein, des équivalences, mais on a l'adoption de la litra pour les frappes d'argent dès 460. Et en fait, le même système est adopté ensuite, peu de temps après, hein, puisque là vous avez vu que la datation est extrêmement fluctuante, entre 460 et 440 pour les premiers objets, c'est adopté ensuite pour la monnaie de bronze. Alors en fait, ça permettait une équivalence entre différents systèmes monétaires grecs, et puis évidemment, ça devait faciliter les échanges avec les populations non grecques. En Italie du Sud, plusieurs ateliers pionniers dans la frappe des monnaies de bronze, qui étaient des colonies achéennes, c'est-à-dire parties dont la population provenait de la même région en fait, de Grèce, du Péloponnèse, on le sait, avaient créé au travers en fait, de la Lucanie et de la Calabre des trafics terrestres par une série de vallées qui permettaient de court-circuiter le détroit de Messine qui était tenu par d'autres populations, par d'autres colonies d'une autre origine que la leur. Et puis en plus, il semble que l'adoption du bronze monnayé réponde probablement donc, à des besoins propres à ce réseau donc, de cités, mais également à des stratégies incluant la relation avec des populations italiques. De fait, les numismates italiens ont mis l'accent depuis longtemps sur le rôle central joué par le bronze dans les transactions entre populations italiques avant l'arrivée des Grecs, hein, donc à très haute époque,
entre donc ces populations. Et on a donc un certain nombre d'objets en bronze qui ont été trouvés donc, surtout dans des sanctuaires et qui pourraient avoir été déjà avoir eu une fonction monétaire. Bon, c'est le cas des anneaux de Suessula. Alors dans le pont euxin, le mot qui est utilisé dans l'inscription d'Olbia relative au paiement en pointe de flèche, c'est le mot ardis. Et ce mot a une origine en fait scythe. Et Hérodote, livre 4, 81, emploie ce mot ardis, donc le même mot, à propos d'un roi scythe qui s'appelait Ariantas et qui, voulant dénombrer ses sujets, avait ordonné que chacun apportât une pointe de flèche et de toutes ces pointes de flèche fut fondu un vase de bronze gigantesque. Bref, alors tous ces éléments dans ces trois régions me paraissent aller dans le sens de liens assez forts avec les besoins donc des transactions et des relations avec les populations locales. Alors un autre élément à prendre en compte dans la réflexion sur ces monnaies de bronze me paraît être la diversité des formes, des poids, des techniques de fabrication de ces premières monnaies de bronze qui ont eu une durée comme une sphère de circulation très variable, tantôt au sein du domaine grec, tantôt dans une zone partagée avec ce que les Grecs appellent les barbares. Et on retrouve cette diversité en fait de situations et de pratiques dès lors qu'on étudie la composition élémentaire, les alliages de la monnaie de bronze. Le schéma général, qui a été mis en exergue par Bernard Bouillon, Georges de Perrault et Jean-Luc Daigné dans le volume Système et technologie des monnaies de bronze, Moneta 19, qui voit la part de l'étain composant le plus coûteux peu à peu remplacé par le plomb, bien moins cher, et les poids des monnaies de bronze diminués, est tout à fait pertinent, à en juger par les résultats récents d'analyse élémentaire de monnaies de bronze réalisées au centre Babylon d'Orléans. Les poids lourds et l'alliage riche en étain d'un certain nombre de premières séries en bronze doivent sans doute être mis en relation avec la volonté de mieux faire accepter ces monnaies, qu'elles aient ou non repris le module et les types des monnaies d'argent. Et puis, la présence d'un pourcentage élevé d'étain, autour de 15%, permettait d'obtenir un bronze de couleur claire, dont on sait, notamment par Pline l'Ancien, que c'était la couleur qu'aimaient les Grecs pour le bronze, notamment pour la statuaire ou pour les grands vases. La diminution donc de l'étain, parce que les premières monnaies paraissent avoir été souvent frappées dans un véritable bronze, c'est-à-dire cuivre étain, la diminution de l'étain au profit du plomb, bien moins onéreux, avait plusieurs avantages. Bon, on a beaucoup insisté déjà sur le fait que le plomb était évidemment beaucoup moins cher que l'étain, mais également le fait de mettre beaucoup de plomb abaissait le point de fusion et donc diminuait le coût de fabrication des monnaies, donc avait beaucoup d'avantages. Alors, les précautions donc, de mise dans les alliages, en tout cas au début de la monnaie, sont évidemment à mettre en relation avec le caractère largement fiduciaire de cette monnaie. L'utilisation d'une monnaie à faible valeur intrinsèque posait question aux usagers, comme l'atteste le débat sur la bonne monnaie à Athènes à la fin de la guerre du Péloponnèse, lié à la frappe de tétradrachmes saucés. Vous en avez un exemple d'Athènes à la fin de la guerre du Péloponnèse. Et puis on a un texte du IIIe siècle, une loi d'une cité crétoise, Gortine, qui menace en fait d'amendes très élevées quiconque continuerait à utiliser des oboles en argent, donc on est en plein IIIe siècle, et refuserait d'accepter en paiement des monnaies de bronze à la place de ces oboles en argent, donc ce qui atteste que l'usage de ces monnaies fiduciaires n'allait pas de soi partout dans le monde grec. Alors, l'apparition en fait et le développement fulgurant de la monnaie de bronze dans le monde grec à partir de la seconde moitié du Ve siècle, me paraît avoir avancé, en fait, main dans la main, avec une évolution des conceptions de la monnaie, malgré ces réticences, ces résistances qui sont bien documentées,
de la connaissance de ces mécanismes et de la prise de conscience de son importance également pour la totalité sociale. Alors le mot nomisma, qui signifie la monnaie, qui à l'origine était un doublet poétique de nomos, la loi, jusqu'au milieu du Ve siècle, a pris ensuite le sens très restreint de monnaie, bien différent d'un autre mot qui désigne l'ensemble des richesses, qui est le mot crémata. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une prise en compte de la singularité de la monnaie. Et on voit que Platon, dans la République, donc au IVe siècle, caractérise le nomisma comme un symbolon, un objet institutionnel, c'est-à-dire qu'il ne parle pas du tout de sa valeur intrinsèque. Aristote, ensuite, dans la politique, dit que la monnaie est une pure convention et qu'elle peut perdre toute valeur. Cela me paraît bien aller avec le développement de la monnaie de bronze, qui est une monnaie qu'on ne thésaurise pas et qui est avant tout une monnaie fiduciaire. Alors j'insisterai sur un dernier point et j'en terminerai. La majorité des toutes premières monnaies de bronze avaient manifestement un caractère expérimental. Et leur mise au point a résulté de tâtonnements et d'adaptations successives aux conditions locales qu'il faut replacer, je pense, dans la continuité de l'évolution qu'on observe également pour les fractions d'argent, dont le poids a beaucoup diminué et dont la valeur nominale était très supérieure à la valeur intrinsèque dès la seconde moitié du Ve siècle. C'est-à-dire qu'on a une évolution de ce point de vue-là qui est quand même assez qui est lisible, et une sorte quand même de logique dans l'adoption du bronze, qui était le métal dont les Grecs maîtrisaient le mieux la métallurgie, et qui permettait des alliages extrêmement souples. Voilà, je vous remercie de votre attention.